Il y avait bien longtemps que Jean avait ouvert les volets bleus de la maison de Kertendek. Elle sentait pourtant un mélange de cire et de fleurs séchées. Les meubles et les bibelots étaient dépoussiérés, le parquet lessivé, comme si une bonne fée se chargeait de son entretien quotidien. C'était sans doute l'œuvre de la mère Lémen, une solide vieille femme à qui Jean avait confié les clés. Dire qu'il l'avait prise autrefois pour une sorcière, à cause de ce grain de beauté poilu qu'elle avait sur le menton. Il refusait alors de l'embrasser, même quand elle lui proposait des bonbons. Il fallait qu'il pense à la remercier avant de partir. Le premier soir, après une balade à la pointe de Merkel, il se coucha tôt. Des parquets d'embrun l'avaient lavé de son travail, de ses soucis. La mer avait ce pouvoir sur lui. Pour une fois, ses dossiers dormiraient dans le coffre de sa voiture. Toutefois, au moment de s'endormir, il ressentit une sorte de boule au ventre, la sensation qu'un être invisible l'observait. Et lui, le rationnel, le grand patron responsable, l'homme des chiffres, à cause de l'ombre d'un crucifix, d'un rongeur qui courait dans le grenier, du craquement d'une poutre, il perdit le sommeil. Il avait de nouveau 10 ans. Des créatures maléfiques peuplaient sa chambre et attendaient patiemment leur tour pour pénétrer son corps et prendre possession de son âme. Plusieurs fois, il alluma sa pile Wonder à la recherche de ces mauvais esprits. Il ne vit qu'une minuscule souris qui courait le long des plinthes et une araignée posée sur son oreiller. N'y tenant plus, au petit matin, il sortit de la maison, il marcha à la lumière rasante de l'aube et sans y réfléchir, par un chemin qu'il n'aurait su indiquer à personne et que seuls ses pieds connaissaient, il passa le port de Kerkabelek et se trouva au cœur des marais salants. Du haut d'un talus, il admira une saline. L'enchevêtrement des parcelles formait une mosaïque complexe dont les derniers carrés se perdaient dans la pénombre. Jean se souvenait pourtant que chaque pièce de l'ouvrage avait une fonction précise. Les phares où se forme la saumure, les œillets pour la récolte du sel, d'autres encore dont il avait oublié le nom. Des aigrettes se tenaient en équilibre sur un des ponts d'argile qui séparaient les bassins. Aussi délicatement que possible, il s'avança vers elles. De leurs cris rauques et brefs, les oiseaux semblaient converser, s'interroger sur les intentions de cet importun. Des images lui revenaient, des jeux d'enfants, bravant l'interdiction des parents et la peur des paludiers qui faisaient la police sur leur territoire. Lui et ses copains venaient ici après l'école. Il avait fait un pari un jour, s'approcher d'un oiseau assez près pour lui prendre une plume. Ils étaient les Indiens du Pays Blanc. Jean avait plongé dans une vasière et des pieds jusqu'aux cheveux. Il s'était recouvert d'argile pour masquer son odeur, puis, golem haut comme 3 pommes, il avait rampé jusqu'à un héron cendré qu'il avait pris pour cible. Alors qu'il s'approchait du but, le grand échassier s'était envolé sous les rires de ses camarades. Aujourd'hui, comme par magie, les oiseaux ne fuyaient pas. Il aurait pu toucher les aigrettes, caresser leurs plumes blanches comme le sel. Il aurait presque pu leur parler s'il avait osé. Il rentra à demi conscient, dormit tout le reste de la matinée et une grande partie de l'après-midi. D'habitude, il aimait se lever tôt. En semaine, il arrivait le premier au bureau et, chaque dimanche, il se rendait dès l'ouverture au jardin des plantes pour éviter la foule. C'est pourquoi il se déplaçait rarement. Le voyage depuis Nantes, pourtant à moins de 100 km, prenait pour lui des allures d'expédition. Cette fois-ci, Annick, une amie d'enfance, avait insisté pour qu'il vienne, et il avait fini par capituler. Après tout, à quoi lui servait sa nouvelle voiture, une Citroën DS, s'il ne pouvait pas la montrer à ceux du pays? Il les avait retrouvés le soir dans un café, Annick, mais aussi Marie-Odile et Christian. À la table d'à côté, une adolescente racontait que sa sœur cadette avait disparu une journée entière. On avait fini par la retrouver en pleurs à la nuit tombante, au milieu d'un bois. Les jeunes gens autour d'elle ne semblaient pas s'en inquiéter. Au contraire, ils semblaient rire de ce drame, comme si un mauvais diable les avait ensorcelés. Au fond, Jean enviait ce temps où il pouvait se moquer de tout,
où rien ne semblait si important que de se retrouver entre copains. Aujourd'hui, avec ses amis, quand ils ne restaient pas silencieux, le nez dans leur verre, ils n'échangeaient plus que des banalités sur le temps, les nouvelles constructions de la Baule, le coût de la vie. Ils avaient tous bu beaucoup de bière, fumé aussi, mais les cigarettes avaient perdu une grande partie de leur goût depuis qu'ils avaient cessé de les fumer en cachette. Marie-Odile voulut danser. On se rendit chez Jean avec sa déesse, et ils entamèrent une ronde maladroite. Ils mangèrent des galettes garnies de lard fumé et de fromage, burent encore de la bière, et Christian monta de la cave une mauvaise eau de vie. Ils dirent enfin des bêtises que c'était bon de se retrouver, de danser et de chanter les comptines de leur enfance. Lundi on s'ennuie, mardi on s'ennuie, mercredi on s'ennuie, jeudi dans les bois on ne s'ennuie pas, vendredi on s'ennuie, samedi on s'ennuie, dimanche dans le bois on ne s'ennuie pas. Jean ne se souvenait plus où il avait appris cette chanson, sûrement pas à l'école. Ils évoquèrent aussi leur peine de cœur, mais avec la légèreté de l'ivresse, se dire qu'il faudrait partir loin, de l'autre côté de l'Atlantique, pour prétendre la minute d'après qu'ils ne devaient jamais plus quitter leur village. Quand Jean se retrouva seul, sa chambre lui sembla encore plus hostile que la nuit précédente. Il voulut soudainement rentrer à Nantes, retrouver son appartement neuf, dénué d'histoire. Malheureusement, les clés de la déesse avaient disparu. Il était pourtant certain de les avoir posées sur le buffet de la salle à manger, près d'un cadre qui le représentait avec ses parents. Il alla vérifier s'il ne les avait pas laissées sur le tableau de bord. En entrant dans le garage, un vieux vélo pendu à un crochet attira son regard. Son vélo. Il le détacha, graissa la chaîne avec une burette d'huile qui traînait sur l'établi et fit fonctionner le dérailleur. Il regonfla ensuite les pneus, attendit quelques minutes pour voir si le caoutchouc n'était pas devenu poreux avec le temps. Ça semblait tenir. Il eut envie de faire un tour comme ça, en pleine nuit, de parcourir les chemins de sa jeunesse, de voir s'il lui restait encore un peu de souffle. Un vent d'ouest porteur d'averses le poussa vers les terres, le pays noir des marais. Il traversa Mesquer et Saint-Molf, puis continua en direction de Carbourg, à travers un dédale de petites routes. Il posa son vélo au pied d'une petite colline et monta jusqu'au sommet. Il y avait là-haut un dolmen assez important que tout le monde connaissait dans la région. La pluie redoublait. Jean crut entendre la chanson qu'il avait inlassablement répétée la veille. Lundi on s'ennuie, mardi on s'ennuie, mercredi on s'ennuie, jeudi dans le bois on ne s'ennuie pas, vendredi on s'ennuie, samedi on s'ennuie, dimanche dans le bois on ne s'ennuie pas. Par moments, la complainte se perdait dans les rugissements des bourrasques, mais parfois Jean discernait des voix grêles et nasillardes, fausses dans le ton et à côté du rythme. Il s'approcha du dolmen, mais n'aperçut qu'un pauvre lapin qui se précipita dans un trou de terrier. Il n'était plus sûr de son ouïe, sans doute le vent qui s'engouffrait et sifflait entre les pierres du dolmen lui jouait-il un mauvais tour. Il s'assit dans l'herbe, trempé et gueuné, comme disait sa grand-mère. Et si c'était une hallucination, une trop grande fatigue? Et pourquoi cette chanson? Pourquoi se sentait-il coupable en l'entendant? C'est vrai que pour lui, tous les jours se ressemblaient. Il n'avait plus aucun jeudi, aucun samedi pour égayer ses semaines. Il resta là, un long moment. Le vent se calma un peu, la pluie diminua. Des cris d'oiseaux envahissaient la nuit, comme si, après la tempête, il devait s'assurer d'être encore en vie. Jean reprit son vélo, roula en direction de Saint-Liphard pour se retrouver au port de la Pierre Fendue, à l'orée du marais de Grande-Birière. Il se saisit d'une longue perche fourchue qui traînait sur les rivages et détacha un des chalands. Il essaya de retrouver les gestes de son père, des gestes lents qui menaient l'embarcation à fond plat sans un coup, tel un fantôme qui glissait quelques centimètres au-dessus des rivières de l'enfer. Lui s'y prenait mal, on voyait bien qu'il était de la ville. Plusieurs fois, sa perche se colla dans la vase et, comme le bateau avançait,
Il se retrouvait en équilibre au-dessus du marécage, gesticulant pour reprendre sa position. Malgré tout, chaotiquement, il progressait. Il ne s'en aperçut pas lui-même, du moins pas tout de suite, mais il suivait un castor qui nageait en longeant les roseaux. Jean le perdit plusieurs fois de vue, mais il réapparaissait à chaque croisement pour lui indiquer le bon chemin. Au bout d'une heure, peut-être deux, sous les lambeaux de brume, il aperçut devant lui ce qu'il croyait être la célèbre pierre fendue, là où, selon la légende, Saint Liphare en personne avait tranché, d'un coup d'épée, la tête d'un dragon, laissant une marque sur la roche. Était-ce les miasmes de son souffle qui empestaient encore aujourd'hui, ou les râlants âcres de la tourbe? Il sauta de sa barque, rejoindre la relique. Machinalement, il tendit l'oreille pour écouter la complainte des jours de la semaine. Il distingua seulement le léger clapotis de l'eau le long des rives du canal. Alors, il décida de chanter lui-même. À cette heure, en ce lieu, personne ne serait là pour l'épier, pour le juger. Il prit de l'assurance, s'époumonna. Des rires d'enfants l'accompagnaient. Il avait ici même enfoncé son épée de bois entre les roches, et même si ce n'était pas la vraie pierre fondue, c'était alors sans importance, parce qu'il possédait Excalibur. Il était Arthur, invincible roi, prince de la Grande Brière et de la Basse-Bretagne. Cette nuit-là, Jean, à 40 ans passés, se saisit d'un morceau de bois et répéta les jeux d'autrefois. Du haut d'un saule, un oiseau noir au bec crochu l'observait. Son long cou tendu lui donnait un air un peu hautain. Jean devenait fou. Il fallait qu'il quitte le marais avant que ce ne soit sa tombe, avant d'être happé par le marécage, d'être enseveli sous la tourbe et transformé en pierre comme ces cadavres fossilisés qui remontaient parfois à la surface, des siècles après leur disparition du monde des vivants. Il reprit sa barque, ignorant l'oiseau moqueur. À son retour à Cardandec, vers 10 heures du matin, Annick l'attendait, assise sur le trottoir devant sa maison. Elle ne lui reprocha pas son retard, ne lui demanda pas pourquoi il était trempé et recouvert de boue. Il n'osa parler de ses escapades nocturnes, de ses visions, et il ne chercha pas non plus de fausses excuses. Surtout pas. Il lui offrit un café et lui tendit une boîte de gâteaux qu'il avait ramenée de Nantes. Elle était vide. Jean en fut désemparé. Tout semblait lui échapper. Il n'avait même pas essuyé les miettes de la veille sur la toile cirée et des bouteilles vides traînées dans l'évier. Sa tasse à la main, il se perdit dans la contemplation des bibelots sur le buffet de la salle à manger. La clé de sa voiture était là, au creux d'un cendrier en céramique. Annick avait toujours aimé faire des petites farces, cacher ses gants, ses bonnets, mélanger les capuchons des crayons. Il aurait dû exploser de colère, lui faire la morale. Elle n'avait donc pas grandi dans sa tête. Et s'il avait eu besoin de revenir à Nantes, si on l'avait appelé à son travail? Au lieu de ça, il éclata de rire. Il n'était peut-être pas si important qu'il voulait bien le croire. Le soir, Jean raccompagna Annick chez elle. Puis il s'arrêta chez la mère Lémène. Il voulait la remercier d'entretenir la maison de Cardandec et, aussi sans doute, retarder un peu son départ pour Nantes. « Mais je n'y suis pour rien !» répondit la vieille femme. « Alors qui? À part moi, je croyais que vous étiez la seule à posséder les clés. »« Certains n'en ont pas besoin. »« De qui parlez-vous donc? Seraient-ils plusieurs? Aidez-moi, s'il vous plaît. Je ne vais pas leur chercher des histoires. Bien au contraire, je veux les féliciter pour leur dévotion. »« Alors, va voir les corrigans. Ce sont les teuses qui entretiennent ta maison. »« Les corrigans? Êtes-vous donc devenue folle? » Tu y croyais autrefois? Autrefois peut-être, mais je ne suis plus un enfant, au cas où vous l'auriez oublié. Et toi, tu as oublié ce que sont les corrigans? Admettons. Alors, ce sont eux qui ont caché les clés de ma voiture et ont entretenu mon vélo? Cela ne m'étonnerait pas. Ils sont aussi farceurs que serviables, et ceux du coin savent manipuler leur monde. Et tout cela en restant invisible, bien sûr. Mais tu les as vus? Et plus d'une fois.
Je n'ai pas rencontré de nains aux pieds crochus, il me semble. Ce n'est qu'une de leurs nombreuses apparences. Les Korrigans peuvent se transformer en toute chose vivante. C'est un de leurs privilèges. Les Gwencoril, Korrigans blancs des marais, d'ailleurs de très beaux êtres, portent des robes et des chemises blanches et aiment se métamorphoser en négrette. Cela ne te dit rien? Vous m'avez donc suivi? Vous êtes bonne marcheuse à votre âge. Peu importe où j'étais, je le sais, c'est tout. Et le lapin sous le dolmen, as-tu vraiment oublié où habite le petit peuple? Et cette chanson, d'où venait-elle d'après toi? Bien que leur voix ne soit pas des plus agréables, les Korrigans aiment chanter la nuit. Dois-je continuer avec le castor qui t'a montré le chemin de tes souvenirs? Du charbonnier, créature des marais que tu as bien fait de ne pas trop accompagner. Il aurait pu te mener dans l'au-delà. Et tu as même vu un des teuses qui entretiennent ta maison. Cette souris qui courait sur ton parquet. Je croyais les Korrigans maléfiques, voleurs, pilleurs de maisons, kidnappeurs d'enfants. Oui, les Korrigans sont des marauds. Quand tu étais encore petit, ils t'ont enlevé pour capturer une partie de ton âme d'enfant. Ils en sont aujourd'hui les gardiens. Ils s'en nourrissent. Tu pourrais t'en souvenir si tu passais plus de temps à rêver dans la campagne, au lieu de ne penser qu'à ton travail. Si nous nous éloignons de notre enfance, nous cessons de les voir. Si nous les oublions tout à fait, ils dépérissent et finissent par disparaître dans les limbes. Peut-être est-ce bien ce qui arrivera si les marmots d'aujourd'hui ne jouent plus dans les marais, avec des épées en bois, s'ils passent leur temps devant la télévision. Jean en avait assez entendu. Il remercia une dernière fois la mère Lémène et quitta sa maison. Avant d'ouvrir la porte de sa déesse, il se retourna et aperçut furtivement, par la fenêtre, une petite femme rabougrie, habillée de feuilles vertes, ses cheveux rouges dépassés d'un chapeau de feutre. Elle avait la peau ridée, avec un grain de beauté énorme sur le menton. C'était un bon présage. S'il pouvait les voir, ne serait-ce qu'une seconde, Jean était sur la bonne voie. Il reviendrait bientôt à Kerdandek, au pays des Korrigans. Cette histoire a été écrite par un des meilleurs écrivains que j'ai pu rencontrer, et un homme de savoir et d'inspiration. Merci à mon père, et merci pour votre écoute. Bonne soirée à tous, ou bonne journée selon quand vous écoutez cette histoire.